Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Entre Alger et Paris, la crise est devenue un mode de fonctionnement. Derrière les gestes d'apaisement et les signaux de dégel, la relation reste piégée dans un cycle répétitif, fait de tensions, de réactions à chaud et d'occasions manquées. Car au fond, le problème dépasse les incidents diplomatiques. Arrestations, croisées, guerre des visas, expulsions, déclarations politiques. Autant d'épisodes qui révèlent une réalité plus préoccupante. L'absence d'une stratégie algérienne claire face à la France. Depuis plusieurs années, la diplomatie d'Alger semble enfermée dans une posture réactive. Chaque crise appelle une riposte souvent symbolique, parfois spectaculaire, mais rarement inscrite dans une vision de long terme. Résultat, une relation subie plus que maîtrisée. Et le dernier épisode en date ne fait que confirmer cette tendance. Alger a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France, après la décision de la justice française de prolonger la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Une protestation ferme, une mise en garde sur les conséquences diplomatiques, mais au fond, un scénario désormais bien rodé. Pourtant, les enjeux sont majeurs. Sécurité au Sahel, coopération énergétique, flux migratoires. Sans oublier une diaspora algérienne en France qui attend plus qu'un bras de fer permanent entre les deux capitales. Cette communauté forte et influente reste trop souvent la grande oubliée d'une relation censée la concerner au premier chef. Face à cela, Paris avance ses intérêts avec constance, quitte à provoquer Alger. Alger lui alterne entre fermeté affichée et recul discret, sans ligne lisible, une diplomatie qui donne le sentiment de naviguer à vue au gré des crises. Or, une relation aussi stratégique ne peut se limiter à une succession de tensions. Elle exige une doctrine, une capacité d'anticipation et surtout une vision tournée vers les intérêts réels du pays et de ses citoyens, y compris ceux de la diaspora. Le dégel actuel ne doit pas masquer l'essentiel. Sans refonte profonde, sans cap assumé, chaque accalmie porte déjà en elle les germes de la prochaine crise. Alors une question s'impose, l'Algérie peut-elle encore transformer cette relation en levier stratégique ou continuera-t-elle à subir? Et surtout, combien de crises faudra-t-il encore pour passer d'une diplomatie de réaction à une diplomatie de vision? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Chargé d'affaires convoqué. Alger durcit le temps face à Paris. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Djamel Ghessoum, analyste politique, spécialiste de relations internationales. Il était avec nous depuis Paris via Skype. Djamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Djamel. Bonsoir, c'est Nasser. Merci à vous pour l'invitation sur un sujet d'importance et d'actualité. Le bonjour à la régie, à vos invités et au cher peuple algérien. Merci beaucoup, Djamel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Djubaili, ingénieur, économiste et militant politique. Il est avec nous aussi depuis la capitale française, Paris, via Skype. Lias Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Mes salutations à la régie, bien sûr, au peuple algérien, à celles et ceux qui nous suivent, à votre invité, Monsieur Djamel Ghessoum, et à vous aussi. Enfin, à toutes celles et ceux qui veulent une transparence et une liberté d'expression. Merci encore pour l'invitation. Texas. Merci beaucoup, Lias. Marhaba bik, yatik saha. Avant de vous donner la parole sur notre thème de ce soir, donc quelques titres, une revue de presse très rapide, des titres nationaux, donc titres de la presse nationale, mais aussi deux titres de la presse internationale. On va commencer avec le journal Al Watan d'abord. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France
à Alger, convoqué au ministère des Affaires étrangères. Acharnement français contre un agent consulaire algérien. Donc peut-on lire dans le journal Al-Watan. TSA, tout sur l'Algérie. Alger convoque le chargé d'affaires de l'ambassade de France. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué donc ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères. Un autre titre, le matin d'Algérie. Alger convoque le chargé d'affaires français après le maintien en détention d'un agent consulaire. Algérie, Écho. Algérie-France. Barrot s'exprime sur la reprise des échanges sur les questions sécuritaires et migratoires. Et là, on peut lire ces déclarations, je le cite, « Nous avons réengagé un dialogue exigeant sur les plans migratoires et sécuritaires avec l'Algérie. C'était l'objet du déplacement du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur place, où nous avons pu faire valoir un certain nombre d'attentes, particulièrement en matière de reconduite à la frontière des ressortissants algériens en situation irrégulière, a-t-il dit. Un titre sur donc un journal français, Le Figaro. Alger convoque le chargé d'affaires français pour protester contre la prolongation de la détention provisoire d'un agent consulaire. Et on termine avec ce titre de Jeune Afrique. Il est un peu ancien, pas beaucoup bien sûr, il date du 12 de ce mois, 12/3/2026, il a été publié donc le 12 de ce mois. L'ambassadeur de France est à nouveau le bienvenu en Algérie, assure le président Tebboune. Rappelé en pleine crise diplomatique entre les deux pays, Stéphane Romaté n'est pas retourné à Alger depuis 2024 et a été au cœur d'une nouvelle polémique suite à la diffusion d'un reportage début 2026. Mais Abdelmajid Tebboune l'a assuré à Laurent Nunez lors de sa récente visite. Le diplomate peut revenir à son poste. Voilà, donc quelques titres par rapport à notre thème de ce soir. Jamal Ksoum, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, sans tous nos amis de la régie, on va voir le communiqué du ministère des Affaires étrangères concernant donc la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France. Et ce communiqué à présent du ministère des Affaires étrangères, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué le 26 mars courant au siège du ministère des Affaires étrangères. Cette convocation a eu pour objet d'élever dans les termes les plus fermes une protestation contre le renouvellement hier pour une durée supplémentaire d'une année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. L'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait déjà l'objet d'une détention provisoire d'une année, et ce depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il lui a été fait part d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qui a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Jamal Ksoum, on est dans cette situation où on revient souvent donc, par rapport à ce sujet, cette relation entre Alger et Paris, entre dégel et tension. On n'arrive plus à comprendre donc, la direction de cette relation. Une crise est devenue un mode de fonctionnement. La convocation du chargé d'affaires, Jamal Ksoum, du chargé d'affaires français, est-elle un geste diplomatique fort du côté d'Alger ou une réaction devenue routinière? Écoutez, tout d'abord, laissez-moi juste rappeler en quelque sorte la genèse. La genèse qui a conduit à cette situation, bon, l'affaire Amir DZ, sur laquelle je ne crois pas un seul instant. Nous n'avons pas des services de renseignement et des services d'action algériens qui vont laisser quelqu'un dans une forêt pour ensuite faire tout le scandale qui arrive aujourd'hui. Ça, il faut être, de mon point de vue, un idiot fini pour y croire une seule seconde.
Secondement, il y a eu un réchauffement entre la France et l'Algérie, et vous l'avez rappelé avec le ministre Nunez, et là, la reconduction de la détention provisoire de l'agent consulaire. J'aimerais vous dire deux choses. Tout d'abord, vous savez, il y a des raisons d'État qui prévalent sur toutes les décisions judiciaires qu'il peut y avoir. Vous savez, il y avait eu l'affaire du Rainbow Warrior dans les années 83-84 avec l'explosion d'un bateau de Greenpeace commandé par les autorités françaises. Il y a eu, ça a été reconnu d'ailleurs par le président Mitterrand lui-même, il avait commandé un assassinat politique. Ce sont des prérogatives qui se font par les autorités françaises et qui sont hors contexte judiciaire. C'est extrajudiciaire. Et si la France ne connaît pas ses intérêts dans le cadre de ce réchauffement diplomatique et qui pourrait laisser couler l'affaire de l'agent consulaire pour des intérêts supérieurs, d'ailleurs, ils font la même chose sur le terrain économique avec les agriculteurs qui ont perdu 1 milliard d'euros en céréales et toutes les affaires qui vont avec. Donc, la France ne connaît pas ses intérêts. Aujourd'hui, il s'agirait de la première visite du consulat. Vous savez que toute personne incarcérée de nationalité algérienne, quel que soit son poste, a le droit à être visitée par les autorités consulaires. Là, c'est la première en plus d'1 an et quelques. Ça, c'est inacceptable. La famille non plus, visiblement, ne peut pas le visiter. Et donc, je dis simplement que les autorités françaises, si elles mettent les intérêts vitaux de la France à ce niveau, il ne faut pas s'étonner que les autorités algériennes répliquent. Les autorités algériennes sont dans la réaction, ils ne sont pas dans l'action. Et donc, à chaque fois que la France active un moyen, je dirais, entre parenthèses, de provocation, ce qui est le cas depuis 2024, l'Algérie ne fait que réagir. L'Algérie n'a jamais... Et d'ailleurs, je vous mets au défi de me trouver une action initiale des autorités algériennes qui a provoqué la France. C'est toujours né d'une réaction. Mais je sais qu'autour de ce plateau, le droit, par exemple, pour les autorités françaises de remettre en question la justice algérienne pour Christophe Glaise, là, tout le monde applaudit et dit effectivement, ce n'est pas la justice. Mais quand ça se passe en côté français, je n'ai pas de doute que l'Aoura, va être exprimé aujourd'hui sur votre plateau. Et donc, la justice, c'est bien pour un pays et ce n'est pas forcément bien pour l'autre. C'est pour ça qu'on vous a invité, Jamal Ghsoum. C'est pour ça, c'est pour essayer d'éclairer l'opinion publique, mais aussi donner la parole à tout le monde. Ceux qui voient que, comme votre façon de voir les choses, vous êtes en train de dire que la France ne connaît pas ses intérêts et que aussi même le journal Watan parle d'un acharnement français contre un agent consulaire algérien, mais aussi ceux qui disent que la justice française est indépendante. Et on va bien sûr donner la parole à notre ami aussi Elias Djbeili. Avant de vous donner la parole, Elias Djbeili, on va écouter dans ce passage, Amir Dizet parle de cette affaire dont l'agent consulaire a été, bien sûr, en prison jusqu'à maintenant, et que sa détention a été donc prolongée d'1 année, et c'est pour ça qu'Alger a exprimé donc exprimé son, si on peut dire, son refus par rapport à cette situation, mais aussi a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France. On regarde ces images. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. Voilà, juste pour mettre en perspective donc, par rapport à cette affaire, pourquoi
le chargé d'affaires a été convoqué et pour protester contre la prolongation de la détention donc provisoire d'un agent consulaire. Très rapidement, sur ce clip qu'on vient de passer, Jamal Ghessoum. Oui, justement, c'est une histoire absolument à dormir debout. Et donc, ils auraient fait tout ça pour le libérer et juste pour parler avec un responsable algérien. Mais c'est mal connaître les services algériens. D'abord, les services algériens n'interviennent pas à l'étranger pour ce type de choses. Ils l'ont fait à foison. En Allemagne, dans tous les pays du monde, dans les années 70 uniquement. Mais je dis et je déclare clairement que c'est une histoire à dormir debout. Quel était l'intérêt des services algériens d'enlever cette personne pour le libérer 27 heures après? Quelqu'un qui n'a pas d'idée sur ce type d'affaires, ce n'est pas une affaire qui tient la route. Il faut être, franchement, il faut être un véritable, je m'excuse pour le terme, il faut être un attardé mental pour y croire une seule chose. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. Lias Djubaili, qu'est-ce que vous en pensez, Lias, par rapport, bien sûr, à cette convocation du chargé d'affaires? On est devenu, donc, la crise est devenue un mode de fonctionnement quand on parle des relations algéro-françaises. Tout le monde a dit qu'il y a un dégel après la visite du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Et tout d'un coup, donc, ce dégel est parti de côté. Donc, on est revenu sur le mode crise. Qu'est-ce que vous en pensez, Lias Djubaili? Encore un épisode. Et comment vous voyez aussi cette relation action, réaction, comme le dit Jamal Ghessoum? Tout d'abord, ce qu'il vient de dire Jamal Ghessoum par rapport au service secret algérien en Allemagne, il fait allusion en Allemagne exactement en 1970, si j'ai bien compris, si je suis bien le raisonnement de M. Ghessoum, fait allusion à l'assassinat de Karim Belkacem, ce ne sont pas les services secrets algériens. Voilà, c'est des voyous qui l'ont tué. Je ne pense pas que la fonction des services secrets algériens tue un grand combattant et un grand moujahid comme Karim Belkacem. Moi, j'ai du mal en tant qu'Algérien, j'ai du mal à accepter si c'était l'œuvre des services secrets algériens. Deuxième point, M. Jamal Ghessoum, il fait allusion au Rainbow Warrior, c'est-à-dire les services secrets français. Dans le frère de Ségolène Royal, il était dans l'équipe qui a coulé un sous-marin néo-zélandais. Ce n'est pas le même concept, ce n'est pas la même chose sous Mitterrand. Ce n'est pas la même chose du tout. Revenons au sujet central. Vous savez, on ne peut pas faire tout ça par analogie. Ce n'est pas possible. Parce que les process historiques sont différents, l'orientation et l'intérêt des nations sont différents, et aussi les services secrets fonctionnent de façon différente. Concernant l'enlèvement, la séquestration de Emir Dezed Bokhors, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit d'accord avec la militance de Emir Dezed ou pas, en tant que citoyen lambda, qu'il soit algérien, français, peu importe sa nationalité, il était victime, je le dis, il était victime d'un rapt, d'un enlèvement et d'une séquestration. Donc, il y a un juge d'instruction français, le juge d'instruction français du parquet antiterroriste parisien, le PNAT, qui a délivré un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire contre un agent consulaire qui, sous couverture diplomatique, c'est un agent de la DGDSU. Donc ça, c'est factuel ce qui s'est passé réellement. Comme je pense que le pouvoir algérien, et comme j'entends comme Jamal Ghessoum en France, et qui croient en Algérie, est-ce que la justice française, elle dépend de M. Retailleau? Est-ce que la justice française dépend de M. Nunez? Non. Si elle dépendait de M. Nunez, peut-être il y aurait non-lieu, il n'y aurait pas un renouvellement d'un nom. Pourtant, pourquoi? Parce que c'est très simple. M. Nunez, suite à sa visite en Algérie, il a été reçu en grande pompe par M. Abdelmajid Tebboune, et même, ils ont relancé ensemble la coopération sécuritaire de très haut niveau. Donc, ça veut dire quoi?
tous ces indices, toutes ces indications montrent qu'on est en France et que la justice, elle est indépendante et elle ne dépend pas de l'exécutif. C'est ce qu'on appelle un état de droit. La séparation de l'exécutif, dont dépendait Retailleau, dont dépend monsieur Nunez et monsieur Macron, et le législatif, ceux qui travaillent dans le Parlement, et ce qu'on appelle le judiciaire. Donc la justice française, c'est une justice indépendante qui date de 1789. C'est un parcours. Donc c'est que le pouvoir algérien, c'est que les autorités algériennes n'ont pas compris qu'on est dans un état de droit. Et le fait de à chaque fois convoquer, rappeler un ambassadeur, rappeler un agent consulaire pour protestation, pour contestation, wallahi aïd. Est-ce que c'est ça la haute diplomatie algérienne? Est-ce que c'est ça la grande diplomatie algérienne qui est issue du Malte? Est-ce que c'est ça la grande diplomatie algérienne qui a flambé toutes les arcanes internationales pour montrer qu'avec l'indépendance algérienne était en jeu? Regardez où est-ce qu'on est tombé. À chaque fois, on n'est pas d'accord. Est-ce que les États occidentaux, l'Europe, est-ce qu'ils vont pas se demander la question? Est-ce qu'ils vont pas dire que les autorités algériennes doivent comprendre une fois pour toutes que une démocratie, la justice, elle dépend ni de monsieur, ni d'un général, ni d'un président, ni de Macron, ni de X. C'est que la justice, elle fonctionne toute seule. Le juge d'instruction du parquet antiterroriste, le PNAT, il est libre, il est capable de diligenter une enquête contre un président. Nous avons vu monsieur Sarkozy... Laissez-moi, Elias Jubaidi, je vais vous rendre la parole. Mais ceux qui disent, par exemple, le titre du journal Watan parle d'un acharnement français contre un agent consulaire algérien. Est-ce qu'on peut parler aussi d'immunité diplomatique quand il s'agit d'un agent consulaire? Est-ce qu'il n'y a pas un acharnement contre cet agent? Alors, sur ce point, je vais être transparent. Maintenant, est-ce que quand on a une immunité, est-ce que c'est discutable ou pas? Est-ce que quand on a une immunité, on tue, on viole, on punit, on séquestre, et parce qu'on est couvert par une immunité diplomatique, on est couvert? Non, je ne pense pas dans des états de droit, dans des grandes démocraties, l'immunité, elle tombe. Je pense que un certain temps, Monsieur Pasqua, il l'a fait, Monsieur Charles Pasqua, quand il était ministre de l'Intérieur, suite à l'assassinat de André Ali Messili, celui qui l'a tué, il est reparti sur Alger. Je pense que ils l'ont facilité son retour. Moi, je le dis, enfin, tout le monde le sait. À cette époque-là, c'était Pasqua et qui avait de bonnes relations avec le pouvoir algérien. Il a fait en sorte de faciliter le départ du meurtrier vers l'Algérie. Ça c'est possible. Ça, c'est possible. Mais quand on est dans un état de droit où la justice, elle fonctionne librement, elle travaille ni pression, ni sous la pression, ni des militaires, ni des oligarques, ni des putschistes. Donc, c'est une justice qui fonctionne normalement. Et je le dis bien, et je le dis, qu'on soit d'accord avec la militance de Amir Boukhors ou pas, ça, c'est la justice à la tranchée. Il s'agit d'un opposant, qu'on soit d'accord ou pas, qui a été victime d'un rapt, d'un enlèvement et d'une action terroriste. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans la voiture, vous le droguez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les méthodes de la Tchéka. Ça, ce sont les méthodes de la Tchéka. Si vous voulez, c'est quoi la Tchéka? Je vous invite à revoir toutes les méthodes de la Tchéka au temps de l'Union soviétique. Même la Russie, maintenant, ne le fait pas. Quand elle veut éliminer quelqu'un de façon propre, pour vous dire à tel point que ces méthodes-là, elles relèvent d'un autre temps, d'un temps qui est dépassé, et le responsable de cette situation, ni plus ni moins, ce sont les autorités algériennes. Ce sont les autorités algériennes qui ont délégué ou mandaté des personnes pour poursuivre ou pour arrêter un opposant. Donc, ils se comportent comme des gangsters, je suis désolé.
C'est pas un État moderne qui se comporte comme ça. Moi, si j'étais dans le pouvoir, il faut restructurer tous les services secrets algériens. Les services secrets algériens, doivent être, je veux dire, la relève des grands services secrets du mal pour la sécurité de notre nation, pour la défense de l'intégrité territoriale, pour sauvegarder la technologie algérienne, pour sauvegarder les richesses algériennes et les richesses du peuple algérien. C'est ça le rôle des services secrets. C'est pas pour enlever, séquestrer un opposant, qu'on soit d'accord ou pas. Très bien, mais ça reste quand même... Il faut parler, Lyes Djubaili, que l'enquête est en cours et qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant des condamnations, juste pour être clair. Oui, tout à fait. Jamal Kssoum, on va revenir, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Lyes Djubaili, vous êtes libre, mais avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce passage le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Vous l'avez dit, nous avons réengagé un dialogue exigeant sur le plan migratoire et sécuritaire avec l'Algérie. C'était l'objet du déplacement du ministre de l'Intérieur sur place, où nous avons pu faire valoir un certain nombre d'attentes, et en particulier en matière de reconduite à la frontière des Algériens en situation irrégulière. Puisque vous le savez, et nous l'avons dit avec beaucoup de constance, en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, en matière de reconduite à la frontière des ressortissants algériens en situation irrégulière, nous avons besoin d'une coopération de la part des autorités algériennes. Dans ce cadre, il est nécessaire que les autorités consulaires algériennes en France puissent délivrer les laissez-passer consulaires permettant ces reconduites à la frontière. C'est ce à quoi le ministère de l'Intérieur a travaillé, en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Nous voyons des premiers résultats se manifester. Il faut maintenant qu'ils se confirment et qu'ils s'amplifient. Mais du coup, est-ce que les consuls sont accrédités et est-ce que les auditions consulaires ont repris très concrètement ? Voilà, donc vous avez écouté donc le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, parler de dialogue exigeant, d'après ces termes, bien sûr avec l'Algérie, mais aussi, on va revenir un peu en arrière pour comprendre cette relation entre Alger et Paris, ces déclarations de l'ancien ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté, surtout dans l'affaire Amir Dized, lui qui est apparu dans ce reportage qui a été diffusé par France 24. L'un des points de blocage sur cette coopération migratoire, c'est le fait qu'au mois d'avril dernier, la justice française a inculpé un agent consulaire algérien suite à une tentative d'enlèvement en France d'un influenceur algérien, Amir Dized. Est-ce que ça peut bouger aussi de ce côté-là ? Écoutez, c'est un dossier qui est aujourd'hui traité par la justice française. Et il y a eu effectivement une instruction judiciaire, ouverte par un juge d'instruction d'ailleurs spécialisé dans les affaires antiterroristes, à l'égard de cet agent algérien. Et comprenez bien que à partir du moment où la procédure est judiciaire, je ne peux pas m'exprimer sur la manière dont cette procédure peut se développer. Voilà, donc sur l'affaire Amir Dized, vous avez entendu donc l'ancien ambassadeur français Stéphane Romaté, qu'il faut rappeler, après la visite donc du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français à Alger, l'ambassadeur de France est à nouveau le bienvenu en Algérie, assure le président Tebboune. Donc, lui qui était une persona non grata, d'après les autorités algériennes. Jamal Kssoum, est-ce qu'on peut peut-on parler aujourd'hui d'une diplomatie algérienne davantage dans la réaction que dans l'anticipation? On n'arrive pas à comprendre exactement comment cette relation fonctionne entre Alger et Paris. L'Algérie subit-elle cette relation plus qu'elle ne la maîtrise, Jamal Kssoum? Alors autant je suis en train de sourire et en même temps je suis en train de bouillir. Le ministre Barrot n'a pas d'exigence à faire et encore moins dans ces termes.
les termes dialogue exigeant, c'est ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. On exige de son subordonné. L'Algérie n'est pas la subordonnée ni de la France ni de aucun pays. Et donc, on dialogue ou on est exigeant. Mais le dialogue exigeant formule ce qu'on appelle une injonction paradoxale. C'est le tout et son contraire. Donc d'abord, je tiens à dire, je dirais même mon ministre, puisque je suis français, à mon ministre... Mais le tout et le contraire, Jamal Ghassoum, je vais vous laisser. Le tout et le contraire, on est en train de le voir de la façon dont notre diplomatie est opérée. On n'arrive pas à comprendre. On se pose des questions. Lies Jubaili, je pense, a soulevé la grandeur de notre diplomatie quand on parle des années 70, des années 80, bien sûr. Et là, on n'arrive pas à comprendre. D'un côté, bien sûr, on a vu par exemple comment Boualem Sansal a été traité au début, après, donc on lui accorde une grâce présidentielle. Mais aussi de l'autre côté, on dit que la relation entre Alger et Paris est au bord de la rupture et que l'ambassadeur français est une persona non grata. Après la visite de Nunez, le ministre de l'Intérieur, Abdelmadjid Tebboune assure donc que l'ambassadeur de France et de nouveau, donc à nouveau, la bienvenue. Là, on n'arrive plus à comprendre la position de notre diplomatie, Jamal Ghassoum. C'est parce que vous la voyez du mauvais biais. C'est-à-dire que vous mettez en finalité les propos du président Tebboune en disant que M. Ramata est la bienvenue comme étant une contradiction avec tout ce qui se passe, et vous ne le voyez pas. Vous êtes en train de voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Lorsque le président Tebboune, et là pour le coup je le défends, dit cela, c'est pour ouvrir le champ des possibles, le champ des échanges. Vous, je ne sais pas par quelle méthode, vous y voyez ou un complexe d'infériorité ou une finalité non dissible et non compréhensible. Lorsque le président Tebboune dit cela, et bon, je ne le défends pas tous les jours, mais lorsqu'il dit cela, il ouvre des perspectives. C'est de cette manière qu'il faut le voir. Vous le voyez, excusez-moi, sinon ça ça veut dire que vous trouvez que c'est un défaut alors que c'est une qualité, que après tout ce qui s'est passé, on dise à M. Ramata, il peut revenir. C'est une ouverture qu'il crée, mais vous le voyez d'une autre manière. Pour terminer mon propos, je reviens simplement sur... On se pose des questions, Jamal Ghassoum. On se pose parce que l'Algérie donne une posture. L'Algérie donne une posture comme quoi elle est souveraine dans ses décisions, mais oui, un temps après, on réalise qu'il y a un revers, qu'il y a un rétro-pédalage de cette décision, de cette posture. Ça n'est pas un rétro-pédalage, ce n'est pas un changement de posture, c'est tenter, attention, ça ne s'est pas fait comme ça. Suite à la visite de M. Nunez, le président Tebboune crée une ouverture. Et donc, c'est quelque chose de positif. Mais vous le voyez comme étant une contradiction, comme étant un rétro-pédalage. Et donc, vous voyez le verre à moitié vide. Je dis et je redis à monsieur Jean-Noël Barrot, qui n'a rien à exiger. Il vient discuter, mais il n'a rien à exiger. Le dialogue exigeant, il peut le garder. Il veut dialoguer. Le président Tebboune a réouvert la porte parce que M. Ramata dépend du ministre des Affaires étrangères. C'est Nunez qui a reçu l'information. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Donc le président Tebboune ouvre une porte, tend la perche. C'est un signal pour dire aux autorités françaises, je tends la perche, prenez la perche. Au lieu de cela, la justice, d'ailleurs, je voudrais juste revenir au frère Eliès. Je trouve, cher frère, je vous aime bien, mais je trouve tout à fait scandaleux, vraiment scandaleux, que d'avoir des propos accusatoires envers les autorités algériennes, parce que vous avez utilisé le mot factuel en ce qui concerne Amir DZ. Je vous mets au défi, cher frère, factuel, c'est-à-dire avec des éléments concrets. Et d'ailleurs, je remercie Sinasr d'avoir repris en disant que l'affaire est en instruction. Je vous mets au défi, Eliès, de présenter là maintenant des éléments factuels, comme vous le dites, qui indiquent que ce rapt a été fait
par les services algériens. Donc vous allez pouvoir le faire par des éléments vérifiables, pas des paroles, des éléments vérifiables. Ensuite, cher Elias, je voudrais juste vous rappeler que la question du Rainbow Warrior qui est très importante, c'était Charles Hernu qui était ministre de la Défense à l'époque. Ça n'est pas, comme vous le dites, quelque chose, c'est autre chose. Non, c'est un service français qui a fait un attentat dans un pays étranger. Si pour ça, vous, c'est autre chose, ou c'est tout à fait normal, cela vous concerne. Mais l'histoire est celle-ci. D'ailleurs, Charles Hernu a démissionné sous cela. Moi, je suis né en France, donc j'ai suivi cette affaire, même si j'étais plus jeune. Donc, un ministre un ministre de la Défense français qui, son service, font un attentat dans un pays étranger contre une association comme Greenpeace, si pour vous c'est quelque chose, c'est autre chose, ou c'est quelque chose de normal, eh bien écoutez, moi je ne trouve pas ça normal que de faire un attentat à partir d'un État comme la France. La question qui a été soulevée, Elias Jubaili, je vais vous donner la parole pour répondre bien sûr, mais la question qui a été soulevée par Elias Jubaili, c'est l'indépendance de la justice, de l'institution donc judiciaire en France, de la justice en France. On ne peut pas dire que la justice en France est influencée par les autorités françaises, par l'exécutif, si on parle du président ou d'un ministre. Non, je peux me permettre. Je vais poser juste la question, je vais vous donner la parole. Puisque souvent, donc, dans cette crise qu'il y a entre Alger et Paris, on a souvent montré du doigt la responsabilité de Bruno Retailleau, l'ancien ministre intérieur. Et on sait très bien que Bruno Retailleau, maintenant, n'est plus ministre de l'Intérieur. Donc, pourquoi donc, cette tension existe toujours entre Alger et Paris? Très bien, je vous remercie, Sénat. Sur cette question, ce n'est pas parce qu'un ministre de l'Intérieur, de toute façon on retrouve ça aussi en Algérie, c'est que les politiques de part et d'autre, du côté tant algérien que français, il y a des corporations qui font tout pour sacrifier ou pour faire que les relations entre les deux pays soient mauvaises. Je le dis, je le répète, c'est le cas de Bina, de Ben Grina en Algérie, c'est le cas de l'extrême droite. C'est pas parce que le ministre Retailleau est parti que dans ce que vous êtes en train de dire, Jamel Ksoum, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des partis, qu'ils soient en France ou en Algérie, veulent qu'il y ait donc des tensions ou dégradation de relations entre Alger et Paris. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire, mais je dis bien des deux côtés. Hein. C'est dans l'intérêt, d'ailleurs, en Algérie, sur certains partis politiques, que ce soit le Bina ou même des gens du FLN, il est tout à fait, je dirais, classique pour conserver ses intérêts et ses avantages que d'avoir de mauvaises relations. Ça s'est fait aussi. Mais est-ce que ces partis ont une influence sur la justice française? Sur la question de la justice française est indépendante. Ça, je le dis et je le sais. Je dis simplement que les moyens d'enquête, attention, il y a une nuance importante, que les moyens d'enquête, parce qu'il y a la police et il y a la justice en France. La justice est alimentée par la police et les services d'enquête. Et là, je ne détiens pas d'éléments factuels. D'ailleurs, Elias va pouvoir nous montrer ses preuves. Je ne détiens pas d'éléments factuels. Je dis simplement que s'il y a une dénaturation des faits, ça ne peut être fait qu'au niveau de la police qui alimente la justice. Si à la justice, on présente des éléments en disant, voilà, il y a eu telle écoute téléphonique, tel bornage de téléphone, il s'est passé ceci, cela, que va faire la justice? Elle va évidemment prendre en compte des éléments d'enquête. Donc, je ne dis pas que la justice est manipulée en France, je n'y crois pas. Je dis qu'il y a un autre service, il faut regarder ailleurs. Il y a les services de police, il y a le ministère de l'Intérieur qui peuvent très bien alimenter un dossier avec des éléments qui sont complètement, je dirais, à côté de la plaque et qui vont alimenter un dossier de justice. Je vous demande de faire bien la distinction entre la police et la justice. Je ne remets pas en question la justice, c'est vrai. Elle est indépendante, mais il ne faut pas voir que la justice. Il y a la police. En fait, la police alimente la justice. Et donc, la justice va se prononcer en fonction des éléments d'enquête. Je dis que le bas blesse à ce niveau, au niveau de la police, pas de la justice. Très bien. Elias Jubaili. Parlons politique. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et puis, moi, je réponds et puis, moi, je suis
je valide ce qu'il vient de dire Nasser Joudi, il a raison, parfaitement raison, il y a toujours la présomption d'innocence. Quand je parle de factuel, c'est-à-dire factuel, moi je parle de séquestration, c'est ça. Séquestration, enlèvement, une action terroriste qui est prouvée. Maintenant, est-ce que les éléments d'enquête ont été déviés de leur... où il y avait une exagération? Je pense que la police alimente la justice, elle rend compte à la justice, et c'est la justice qui tranche. Donc quand je parle factuel, c'est que cette personne, en l'occurrence, monsieur DZ, Brosse, est victime d'un rapt, enlèvement, séquestration. C'est tout. Bon, ça s'arrête là. Mais certes, il y a toujours présomption d'innocence. Mais quand même, en tant qu'opposant, en tant que militant et opposant, on peut avoir une idée qui derrière le rapt et la séquestration d'un opposant très influent comme Emile DZ. On a le droit, vous savez, il y a le doute. Il y a toujours le doute, les soupçons. Mais au bénéfice du doute, on va le bénéficier à qui? Moi, j'ai ma petite idée en tant qu'opposant politique. Revenons au sujet par rapport à la question de Nasser Joudi. Vous savez, moi, je me rappelle les relations entre l'Algérie et l'Espagne. Moi, j'ai bien vu que mon pays, le pouvoir algérien, a capitulé et a réactivé a signé le traité d'amitié avec l'Espagne. 4 ans de pression sur l'Espagne qui n'a pas bougé. L'Algérie, le pouvoir algérien a l'habitude de ces revirements. Ça veut dire quoi un revirement? Ça veut dire, c'est un aveu d'impuissance finalement, parce qu'il est rattrapé par la réalité, parce qu'il est rattrapé par la géopolitique, parce qu'il est rattrapé par les intérêts. En 2023, les échanges entre l'Algérie et la France, c'est 12 milliards de dollars. L'Algérie, premier fournisseur de blé, qu'on le veuille ou non. Vous n'allez pas me dire qu'on a substitué par le blé russe. Le blé français, il a toujours alimenté les greniers, les moulins en Algérie. On est tout près, c'est la Méditerranée. On a des intérêts avec la France. Jusqu'à quand, à chaque fois, notre échec, il est reporté sur la France. Pour quelle raison? L'Algérie et la France traversent une crise multifactorielle. Et à chaque fois, riposte, réplique, riposte, réplique. Posez-vous la question. Monsieur Abdelmajid Tebboune a fini par accepter la visite de monsieur Nunez. Il a même reçu en grande pompe. Ils ont même relancé la coopération sécuritaire de très haut niveau. Il a reçu Ségolène Royal. Il a même accepté, validé le retour de l'ambassadeur. Tous ces éléments indiquent que nous étions sur le point de réchauffer nos relations. Qui derrière, moi je me pose la question, et c'est là où il faut chercher à fouiller. Qui derrière cette cassure? Qui ne veut pas de la réconciliation entre la France et l'Algérie? Moi je me pose la question. Est-ce que c'est M. Tebboune? Est-ce qu'il y a un clan? Est-ce que c'est M. le Chenguera qui ne veut pas ce retour de réconciliation? Nous n'avons pas le choix, je le dis. Notre relation avec la France est très importante sur le plan géostratégique. Imaginez qu'un retour, une réconciliation entre la France et le Mali, on est mort. Finalement, on est mort. C'est fini sur le plan géostratégique. On ne va plus bouger. La preuve que les autorités algériennes, le pouvoir algérien, a compris avec l'Espagne. Il a compris avec l'Espagne, c'est lui qui est réactivé. Et malgré la réactivation du traité d'amitié, malgré cela, l'Espagne, elle est restée loyale. Parce que la diplomatie espagnole, elle est réputée mondialement. Elle est correcte, elle est honnête. Elle est comme ça, tout droite. Ils ont privilégié leur partenariat stratégique avec le Maroc. Malgré le retour. C'est parce qu'une diplomatie, ça ne se dicte pas en fonction des émotions. Pas en fonction du passé. Pas en fonction de ce que nous avons fait par rapport à la réalité, par rapport au destin, par rapport à nos intérêts. Le pouvoir algérien n'arrive plus à trouver, à reconfigurer ses intérêts et celles de la nation. Et à chaque fois, il
à chaque fois, c'est la même leçon. Mais jusqu'à quand? Moi, je vous pose une question, je la pose jusqu'à quand? Est-ce que la justice indépendante française veut aller à l'encontre du pouvoir algérien? Non, la justice française, elle a agi en son âme et conscience selon les éléments qui lui ont été présentés. Si vraiment monsieur Nunez, quand même, il a été reçu par monsieur Abdelmajid Tebboune, et ça s'est très très bien passé. Et même ce sont les journaux algériens qui n'ont pas cessé de le dire, qu'il est bienvenu en Algérie, et que c'est un fils de pied noir, et qu'il n'a pas la même stratégie que M. Retailleau. Il est dans la réconciliation, il est dans l'écoute. Mais regardez ce qu'il vient de faire le pouvoir algérien. Ça, c'est une claque vis-à-vis d'une personne, d'un ministre de l'Intérieur, qui voulait aller contre, qui voulait, malgré les pressions, aller personnellement, physiquement en Algérie pour réconcilier et faire décoller la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie. C'est qui faut-il dans cette histoire? C'est le pouvoir algérien qui n'a jamais compris que la justice française, elle n'est pas instrumentalisée, elle ne sera jamais instrumentalisée, ni par Macron, ni par M. Retailleau, ni par M. Nunez. Elle a tranché. L'enquête est en cours. S'il y a un renouvellement d'une année supplémentaire, c'est pas parce que M. Retailleau il a pris le téléphone en faisant pression sur le juge d'instruction pour renouveler un an. Et pour finir, Anassad, M. Sarkozy, qui était président et qui est puissant et qui a des lobbies derrière lui, une simple juge d'instruction française de province, elle est arrivée à le condamner. Une simple. L'emprisonner. À un emprisonnement. Regardez, toutes ces indications, tous ces indices vous donnent le fleuron d'une grande justice indépendante dont je rêve pour mon propre pays. Très bien, restez avec nous, Lias Tubaili. Djemal Ghessoum, très très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, entre vous deux, une minute chacun. Djemal Ghessoum, au fond, qui a le plus à perdre dans cette relation aujourd'hui, Alger ou Paris? Surtout que, si on revient un peu par rapport à ce qu'a dit notre ami Lias Tubaili, il a rappelé donc cette crise avec l'Espagne, et on a vu cette semaine, bien sûr, la visite du ministre espagnol étranger, Albares, donc, qui était à Alger, alors que le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération a été rompu en 2022, à cause de la position de l'Espagne. Et on sait très bien comment cette crise donc s'est développée. Et, en fin de compte, beaucoup de bruit pour rien, on va dire. Et là, on se pose la question, combien de crises faudra-t-il encore pour passer d'une diplomatie de réaction à une diplomatie de vision? Très rapidement, Djemal Ghessoum. Très rapidement, je terminerai mon propos par lequel j'ai commencé ma première intervention en disant que je sais que l'Algérie, je le savais de toute façon. Moi, je trouve tout à fait dommage pour Elias de ne voir les défauts que du côté algérien lorsqu'il nomme des gens qui ne seraient pas favorables à de bonnes relations, Tebboune, etc. Il oublie du côté français. C'est-à-dire que du côté français, Jannah wa malaika. C'est ce que je comprends. Moi, je trouve tout à fait dommage de voir ça de cette manière. Et puis, en même temps, je terminerai aussi par dire que je trouve aussi dommage que des qualités qui sont de revenir un peu en arrière pour ouvrir le champ et réchauffer les relations, comme l'a fait le président Tebboune, en acceptant que Romaté revienne, en créant de l'ouverture, soit vu par nos compatriotes, le frère Elias compris, comme étant non pas une qualité, parce que c'est une qualité quand vous êtes constamment attaqué que de proposer des choses. Les qualités deviennent des défauts. C'est-à-dire que pour le frère Elias, l'Algérie kahla et la France baïda. Je ne croirais jamais à cette hypothèse qui fait que d'un côté tout est noir et de l'autre côté tout. Avec tous les défauts, je critique le président Tebboune de la manière la plus directe qui soit sur votre plateau. Je n'ai pas besoin de vous le prouver, mais là, j'ai envie de dire, cher frère Elias, c'est vraiment dommage d'avoir un point de vue aussi sombre sur l'Algérie et de ne voir les côtés
que du côté algérien, la France, Jannah, démocratie, et, etc., etc. Allah yahadina, Inch'Allah. Elias Jubaili, très rapidement. Vous savez, ما نشوفش الجزائر بعين عوره ولا بزوز عين ولا عين كحله ولا avec un œil noir ou un œil blanc. Moi, je ne peux pas être dans l'affection parce qu'on a un pays à construire, parce qu'on a une grande nation à remettre sur les rails. Je suis désolé, c'est pas le peuple qui est responsable de cette déconfiture. Ce sont les autorités algériennes, c'est le pouvoir algérien depuis des décennies. Il faut dire la réalité. La parole doit revenir au peuple. C'est vrai. Tu as raison, cher Jamel. C'est vrai. La démocratie absolue n'existe pas. Mais tout le monde sait que le pouvoir algérien refuse l'alternance. Le pouvoir algérien emprisonne. Le pouvoir algérien a toujours fait en sorte de ne pas ouvrir les espaces médiatiques. Le pouvoir algérien n'est pas enclin au changement. C'est une réalité. Moi, je n'ai jamais atteint l'intégrité physique ni morale, que ce soit des généraux ou bien de M. Tebboune. Je n'ai jamais dit de ma bouche des slogans je veux dire, ostentatoires pour des personnes dont la fonction, elle est suprême. Mais tant que j'ai les capacités à militer, je dis que nous sommes sur le mauvais chemin, que l'ouverture est imminente, que le changement est maintenant. Vous savez, on ne copie pas des autres. Je ne suis pas François Hollande, ni X, ni Y. Je reste algérien jusqu'à là. Mais il y a un slogan qu'il a dit une fois, François Hollande, pour battre Sarkozy aux élections présidentielles. Qu'il ait réussi après ou pas, ce n'est pas la question. Le changement est maintenant. Le changement est maintenant. Le peuple algérien veut le changement. Nous voulons, c'est vrai, l'Algérie, une partie, 3/4 de cette Algérie, sur le plan international, elle est complètement sombre. Vous voyez, complètement sombre. Ces concessions, ces approches, ces déconvenus, ces échecs cuisants, c'est la réalité. Et si on masque la réalité, on ne peut pas avancer. Le plus important, c'est que notre pays s'en sort et c'est que nous retrouvons une vraie démocratie. Si M. Jamel Guessoum aime son pays, si M. Jamel Guessoum aime Chouhada qui sont donné leur vie, c'est qu'il y a une autre... Non, juste pour finir. Il y a une autre voie pour l'Algérie, celle de la démocratie. Habina ou la karahna. Voilà. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Désolé, j'aurais aimé vous laisser plus de temps, mais on a été on a dépassé même le temps de l'émission. Merci à vous, Jamel Guessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci, Elias Jubaili, ingénieur, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, Elias Jubaili. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha.